Olga avait 36 ans et interdisait strictement à sa fille de fréquenter qui que ce soit. C'était le 14 et le 2 décembre 25, la dépouille d'Olga a été retrouvée dans le sous-sol de sa propre maison. Ce qui avait commencé comme un conflit familial s'est transformé en une grave affaire criminelle. Cela s'est passé à Prokopievsk, une petite ville minière de la région de Kemerovo. Rue Institutskaya, un immeuble ordinaire de 4 étages, comme il en existe des centaines dans ces villes. Ici, le sous-sol servait de local technique. Périodiquement, un véhicule spécialisé venait pomper l'eau car l'immeuble était constamment inondé. La serrure de la porte avait été retirée depuis longtemps car il semblait inutile d'en remettre une et l'interphone à l'entrée était cassé, ce qui signifie que presque n'importe qui pouvait entrer. Ce jour-là, le compagnon d'Olga, Roustam, est descendu au sous-sol et l'a découverte dans ce local technique. Elle présentait de multiples lésions infligées par un objet tranchant. Quelqu'un l'avait déplacée ici avant de quitter les lieux. Roustam a appelé les autorités. Des enquêteurs et des experts en criminalistique du comité d'enquête de la région de Kemerovo se sont rendus sur place. L'entrée, les cages d'escalier, le sous-sol lui-même, tout est devenu une zone d'investigation. Un détail important a été découvert immédiatement. Les traces caractéristiques ne provenaient pas du sous-sol. Elles s'étendaient à travers l'entrée de l'immeuble. Quelqu'un avait déplacé Olga du haut vers le bas, depuis l'appartement, par l'escalier, jusqu'au local technique. Une enquête a été ouverte le jour même. L'appartement du 4e étage, où Olga vivait avec sa famille, est devenu le principal objet de l'examen technique. Un objet tranchant, l'arme présumée, a été retrouvé. Il est devenu clair que l'incident fatal s'était produit ici même, entre ces murs. Et ensuite, quelqu'un avait méthodiquement déplacé les preuves vers le sous-sol. La première question qui s'est posée à l'enquête était « Qui avait accès à l'appartement et pourquoi ?» Naturellement, comme c'est presque toujours le cas, le premier regard s'est porté sur celui qui avait découvert Olga, Roustam. Jusqu'au 2 décembre, cette famille n'avait suscité aucune inquiétude chez leur entourage. Pour comprendre comment un tel drame a pu se produire derrière une porte close au 4e étage, il faut examiner qui étaient ces personnes. Olga a eu sa fille aînée à 22 ans. Sa relation avec son premier mari n'avait pas fonctionné. Selon des informations non confirmées, le père aurait été placé dans un établissement psychiatrique, probablement à vie. La famille a perçu une pension de réversion, et Olga a ensuite élevé sa fille seule. Elle travaillait dans une boulangerie. Les voisins diront plus tard qu'elle cuisinait merveilleusement bien et donnait l'impression d'une personne calme et dévouée à son foyer. Il y a environ 3 ans, Roustam est entré dans sa vie. Il travaillait à la mine et, selon ses mêmes voisins, travaillait beaucoup et régulièrement. Ils ont commencé à vivre ensemble dans l'appartement de la rue Institutskaya. Olga est tombée enceinte, a donné naissance à un fils et est restée à la maison pour s'occuper du petit. Pour Roustam, la fille aînée d'Olga est devenue sa belle-fille. La famille était composée de 4 personnes. Olga, Roustam, la fille de 14 ans issue du premier mariage et le fils d'1 an né de son union avec Roustam. 4e étage, un appartement ordinaire à 150 mètres de l'école où étudiait l'aîné. Une voisine de palier dira plus tard aux journalistes qu'elle n'avait rien de mal à dire sur cette famille. Elle n'avait jamais vu de conflit. Il n'abusait pas de substances. Un autre voisin de l'immeuble confirmera, Roustam aidait souvent pour les tâches ménagères, un homme normal. La famille n'était signalée ni à la police, ni aux services sociaux. Aucun signal d'alerte n'avait été transmis à aucun service. En apparence, une famille ordinaire dans une ville minière ordinaire. Mais l'enquête devait déterminer lequel de ceux qui vivaient derrière cette porte au 4e étage était impliqué. Les voisins observaient la scène depuis leurs fenêtres et les paliers. Les experts travaillaient simultanément dans l'appartement, dans la cage d'escalier et au sous-sol. Les résidents de l'immeuble ont assez vite compris que les forces de l'ordre se concentraient sur Roustam, ce qui avait sa propre logique. Un compagnon vivant dans l'appartement y a accès librement à tout moment. C'est aussi lui qui a découvert Olga. Dans la pratique de l'enquête, c'est un point d'attention classique. Celui qui trouve la victime s'avère souvent être celui qui l'a cachée, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit domestique impliquant un couple dans un espace clos. Roustam a été interrogé en détail, où il se trouvait,
qui était entré et sorti exactement et à quel moment. Les voisins ont été interrogés pour savoir s'ils avaient entendu quelque chose de suspect ou vu un inconnu. À ce stade, les premières incohérences apparaissent. L'enquête a établi assez rapidement un fait clé. L'incident ne s'est pas produit le 2 décembre, comme on aurait pu le penser le jour de la découverte, mais la veille au soir, le 1er. Or, Roustam était absent de l'appartement le soir du 1er décembre. Il était au travail. Son alibi a été vérifié et s'est révélé totalement exact. La version impliquant le compagnon, qui semblait initialement la plus évidente, a commencé à s'effondrer en quelques heures. Mais si ce n'était pas lui, alors qui? 3 personnes restaient dans l'appartement ce soir-là, Olga, son fils en bas âge et sa fille de 14 ans. Et comme on l'apprendra plus tard, la fille avait un invité ce soir-là. Dès le soir du 2 décembre, l'enquête se tournait vers une toute autre direction. Il était arrivé dans l'appartement le soir du 1er décembre. Il se trouvait à l'intérieur alors qu'Olga était encore en vie. Il s'est avéré que 2 adolescents, elle et lui, étaient les derniers à avoir vu Olga. Ni les voisins, ni Roustam, ni un inconnu de la rue, mais précisément eux deux. Ce que personne n'avait soupçonné jusqu'à ce moment-là. Le 3 décembre, les services de presse du comité d'enquête et du parquet de la région de Kemerovo ont publié un communiqué officiel remettant les choses à leur place. Les suspects étaient la fille d'Olga et son ami de 16 ans. Selon la version de l'enquête, ils auraient infligé tour à tour des blessures à l'aide d'un objet tranchant à la tête et au torse. Olga n'a eu aucune chance. Tout s'est terminé là, dans l'appartement. Ensuite, tous deux l'ont déplacé par la cage d'escalier jusqu'au sous-sol et l'ont laissé dans le local technique. Une affaire a été ouverte pour crime grave commis en groupe. Les deux ont été interpellés. Aucun des deux n'avait été signalé auparavant à la police ou au service de prévention. Parallèlement, le parquet a ouvert sa propre enquête sur l'organisation du travail avec ces adolescents, pour vérifier s'il n'y avait pas eu de manquement de la part des services sociaux ou de l'école. Mais formellement, il n'y avait rien à redire. Famille sans histoire, adolescents non suivis. Tout semblait absolument normal, jusqu'au soir du 1er décembre. Après les cours, l'école de la rue Institutskaya était bruyante. Les plus jeunes jouaient avec la neige, couraient entre les garages. Les plus grands se tenaient à l'écart et discutaient à voix basse, et dès que des adultes approchaient, ils passaient au chuchotement. Ils discutaient tous de la même chose. Comment leurs camarades de classe avaient-elles pu faire une chose pareille? Le journaliste Igor Epifantsev s'est rendu à l'immeuble et à l'école. Il a parlé à ceux qui connaissaient que la famille et à ceux qui étudiaient avec elle. Le portrait qu'il a dressé semblait étrangement banal. Ces derniers mois, elle avait commencé à manquer les cours, mais elle l'expliquait simplement. Soit elle n'avait pas entendu son réveil, soit elle devait s'occuper de son petit frère. À son retour, elle rattrapait rapidement le programme et les professeurs n'avaient pas vraiment de reproches à lui faire. Les enseignants diront plus tard qu'ils n'avaient absolument rien remarqué qui puisse susciter l'inquiétude. Ni agressivité, ni plainte, ni changement notable de comportement. Un camarade de classe, s'exprimant avec l'autorisation de ses parents, l'a décrite brièvement. Calme, ne se faisait pas remarquer, n'attirait pas l'attention. Le genre de personne que l'on croise tous les jours sans y prêter attention. Une simple partie du décor familier. L'école n'avait donné aucun signal. Les services sociaux n'avaient reçu aucun rapport. Le professeur principal n'avait enregistré aucun incident. Selon tous les critères formels, une élève de 4e ordinaire d'une famille ordinaire. Et c'est peut-être là le plus troublant, qu'une telle chose puisse être planifiée tout en passant inaperçue. La question qui restait en suspens après ce reportage était, si elle était si discrète, d'où est venu ce qui s'est passé le soir du 1er décembre? Et qui était celui qui se trouvait à ses côtés ce soir-là? Au printemps 25, un garçon était apparu dans sa vie. De 2 ans son aîné, issu d'un autre milieu, avec un tempérament différent. Il n'étudiait pas dans son école. Selon une élève du même niveau, il fréquentait un établissement d'enseignement spécialisé. Il a commencé à l'attendre après les cours, à la raccompagner chez elle. Pour ses camarades, c'était immédiatement visible. Une nouvelle personne, plus âgée, un étranger, de ceux qui apparaissent et changent immédiatement la dynamique autour d'eux. Ce nouvel individu ne leur plaisait pas. Le camarade qui a parlé aux journalistes l'a décrit franchement, agressif. Il leur parlait avec condescendance.
Il pouvait insulter quelqu'un sans raison, provoquer une bagarre pour un rien. Il ne marchait pas seulement avec elle, il semblait plutôt peser sur elle, comme quelqu'un qui s'estime supérieur. Les autres se sentaient mal à l'aise en sa présence, mais personne de son âge ne s'y opposait ouvertement. Pour un observateur extérieur, c'était un tableau classique. Une élève de 4e discrète et un garçon plus âgé et agressif venant d'un autre milieu. Le profil type de ce qu'on appelle une mauvaise influence, celui que les autres parents ne veulent pas voir près de leurs enfants, et en même temps, celui sur qui il est ensuite facile de rejeter tout ce qui s'est passé. Olga le voyait, elle savait qu'il existait. Le garçon venait chez elle, apparaissait à l'école. Il ne se cachait absolument pas. Et il est impossible de cacher une telle relation près de son propre immeuble, surtout quand on a 14 ans et qu'on vit sous le contrôle d'une mère qui a certainement son opinion sur les fréquentations de sa fille. Olga ne l'appréciait pas, et c'est précisément cela, comme on le comprendra plus tard, qui a déclenché la chaîne d'événements menant au soir du 1er décembre. Selon la chaîne Telegram Baza, citant une source au sein des forces de l'ordre, la jeune fille de 14 ans a donné une raison. Sa mère. Plus précisément, tout ce que sa mère exigeait d'elle. Ne pas sortir tard, rentrer à l'heure, faire ses devoirs, garder son petit frère. Et surtout, sa mère désapprouvait catégoriquement son petit ami. Disputes constantes, contrôle permanent, pression continue, c'est ainsi que la situation a été décrite par la détenue. Des conflits de génération classique qui accentuaient la tension générale au sein du foyer. Tout cela s'est accumulé et, à un moment donné, selon ses propres mots, c'est devenu insupportable. Baza a publié cela le 3 décembre. Les informations se sont instantanément propagées sur les fils d'actualité nationaux et les titres sont devenus encore plus frappants. Code 1, Code 2. Le mobile dans ces titres semblait monstrueusement simple. Un couvre-feu, un petit ami qu'on ne laisse pas entrer dans la maison. Mais ici, il faut s'arrêter. Tout ce qui est énuméré correspond à des situations auxquelles des milliers de familles sont confrontées chaque jour. Les disputes pour les leçons, les portes qui claquent, les cris, presque tout le monde passe par là. Rien de tout cela ne mène en soi à ce qui s'est passé le soir du 1er décembre. C'est ici qu'est apparu pour la première fois l'écart entre le mobile et ce qu'elle a réellement fait. Les interdictions sont une chose. 8 blessures par objet tranchant en sont une autre. Il y a un gouffre entre les deux qu'un simple conflit domestique n'explique pas. L'enquête l'a également compris. La chaîne Telegram Shot a publié un article qui a déplacé toute cette histoire sur un autre plan. Les adolescents avaient tout planifié à l'avance. Pas ce soir-là, pas à cette minute, bien avant. Baza a confirmé la même information via sa source. Il n'est pas venu dans l'appartement le 1er décembre simplement pour une visite. Il est venu avec un but précis. Ils ont attendu le moment propice et ont agi ensemble. Cela change tout. Pas une dispute qui dégénère, pas une crise d'hystérie, pas un coup de sang où l'on attrape le premier objet venu sans comprendre ce que l'on fait. Ici, tout était structuré autrement. Une décision, une coordination entre deux personnes, de l'attente puis l'action. Chaque étape était séparée de la précédente par du temps, donc par de la conscience. Tous deux avaient la possibilité de s'arrêter. Aucun ne l'a fait. Un détail supplémentaire publié par Baza mentionnait que, selon une source, le garçon prévoyait d'obtenir des substances illicites sur Internet. Le but exact n'est pas précisé. Aucune confirmation à ce sujet n'était apparue dans d'autres sources à ce moment-là. Cependant, le mot-clé est « à l'avance ». C'est lui qui fait passer l'événement de la catégorie d'un emportement adolescent à celle de la préméditation. Et la préméditation à 14 ans est une toute autre discussion, tant pour la qualification juridique que pour la compréhension de ce à quoi étaient confrontés ceux qui menaient cette affaire. Olga était à la maison avec ses 2 enfants, son fils d'1 an et demi et sa fille aînée. Une soirée de lundi ordinaire dans l'appartement du 4e étage. Il faisait déjà sombre dehors. En automne, au Kouzbas, les températures sont négatives et la lumière du jour est courte. À un moment donné, il est apparu. Le garçon de 16 ans, celui-là même qu'Olga ne voulait pas voir près de sa fille. Il est venu et il est resté. On ignore comment il est entré à l'intérieur. Ce qui s'est passé dans l'appartement pendant les premières heures de cette soirée reste également flou. Ni l'enquête, ni les sources ne donnent un tableau complet de l'évolution des événements avant le moment clé. Probablement qu'au début, tout semblait banal.
À l'inverse, si Olga avait vu le garçon immédiatement, cela aurait pu provoquer un nouveau conflit. Mais le moment clé est connu. À un point de la soirée, les deux adolescents l'ont agressée. Olga se trouvait chez elle, dans son propre appartement, à quelques mètres de son fils qui était là, derrière le mur, peut-être dans la pièce voisine. Elle n'a eu aucune chance, tout s'est terminé sur place. Nous ignorons où précisément, si elle était dans la cuisine, si elle couchait le petit dans la chambre, si elle se disputait avec sa fille dans le couloir, mais désormais, deux adolescents se tenaient près de ce qu'ils venaient de faire et ils devaient décider de la suite. Une voisine a raconté ce qu'elle a entendu pendant la nuit. Elle s'est souvenue de l'heure précise. 2h moins 10. Des cris, des bruits de pas, puis le silence. Selon elle, Olga a d'abord été agressée physiquement, subissant un grave traumatisme au niveau du cou. Ensuite, la fille a infligé 8 blessures avec un objet tranchant. La voisine affirmait cela avec assurance, comme quelqu'un ayant déjà raconté cette histoire de nombreuses fois aux enquêteurs et aux journalistes. 8, pas 2 ou 3. Chaque fois qu'elle prononçait ce chiffre, on voyait qu'elle ne parvenait toujours pas à l'assimiler. Derrière les murs de l'appartement, une nuit ordinaire dans un immeuble de ville minière. Quelqu'un dormait, quelqu'un a peut-être entendu des cris sans y prêter attention. Les bruits nocturnes dans un immeuble collectif sont habituels. Comme l'a noté un voisin, personne n'a appelé la police. Personne n'a frappé à la porte. Aucun de ceux qui étaient proches ne pouvait imaginer la réalité derrière ces sons. Puis tout s'est tu. La voisine a mentionné un autre détail. Les traces dans l'escalier restaient visibles même après qu'on ait tenté de les nettoyer. Elles s'étaient imprégnées dans le béton pour longtemps. Quant au sous-sol, il a été fermé à clé après la découverte. Ce même sous-sol dont personne ne s'était soucié pendant des années. Désormais, le verrou était de retour, mais la raison de sa présence était tout autre. Ce qui s'est passé ensuite distingue cette histoire de la plupart des crimes adolescents. Ils n'ont pas fui, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas appelé les secours, ni leurs proches, ni leurs amis. Au lieu de cela, ils ont commencé à agir avec calme et méthode. Il fallait cacher ce qui restait. 4 étages d'escalier, 2 adolescents. Comment ont-ils fait exactement? En traînant ou en portant, palier par palier? Ce n'est pas précisé dans les documents. Le comité d'enquête le consignera plus tard dans une formulation officielle, des mots administratifs secs derrière lesquels se cachent 2 adolescents transportant physiquement une femme adulte à travers tout l'immeuble à 2h du matin. Dans une maison de 15 appartements, personne n'est sorti, personne n'a rien vu. Ils l'ont transportée, l'ont laissée dans le local technique et sont remontés dans l'appartement où se trouvèrent des traces au sol et un enfant en bas âge resté seul tout ce temps. Ils sont retournés dans l'appartement, ont fermé la porte et ont mis de la musique. Ce n'est pas un détail issu d'un interrogatoire, c'est ce qu'ont entendu les voisins. Selon les résidents qui ont parlé plus tard aux journalistes, une musique forte résonnait de l'appartement du 4e étage pendant la nuit, pas comme un simple fond sonore. Elle hurlait dans toute la cage d'escalier, de sorte qu'on l'entendait à travers les murs. Personne n'a expliqué précisément pourquoi. Pour étouffer des bruits? Pour étouffer leurs propres pensées? Pour se vider la tête? Ou une troisième option, la plus difficile à concevoir, l'allumer simplement parce que tout était fini et qu'ils pouvaient désormais faire ce qu'ils voulaient. Chaque version est effrayante à sa manière. C'est ainsi que la nuit s'est passée. Ils sont restés à l'intérieur. La mère était 4 étages plus bas, au sous-sol, et il ne restait que quelques heures avant le retour de Roustam. Il est rentré chez lui le matin du 2 décembre, un début de journée ordinaire. Il est monté au 4e étage et est entré dans l'appartement. Olga n'était pas là. Le petit était là, la fille aussi, mais Olga était absente. Pour un homme qui vivait avec elle depuis 3 ans et la voyait chaque jour à la maison avec le petit, cela a immédiatement suscité des questions. Elle n'était pas de celles qui partent sans rien dire, pas de celles qui laissent un enfant d'1 an et demi pour disparaître, pas un message, pas un appel, rien qui puisse expliquer son absence. Ce que la fille lui a dit reste inconnu. A-t-elle expliqué l'absence de sa mère? A-t-elle menti ou s'est-elle tue? Ce fragment n'est pas révélé dans les documents de l'affaire. Mais Roustam a commencé à chercher. Tout indiquait que quelque chose n'allait pas. Ce qui l'a poussé à descendre au sous-sol reste en dehors des données publiées. Peut-être a-t-il remarqué les traces dans l'escalier qui n'avaient pas disparu. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il est descendu et l'a trouvée. Plus de 12 heures s'étaient écoulées depuis l'agression. Toute la nuit et une partie de la matinée,
Elle était restée 4 étages en dessous de son propre appartement. Au-dessus d'elle, le plafond du sous-sol et au-dessus, 4 étages de vie ordinaire. Tout le monde s'éveillait, se préparait pour le travail, sortait les chiens, chauffait les bouilloires. Aucun d'eux ne savait que juste sous leurs pieds gisait leur voisine. Roustam a appelé la police et, à partir de ce moment, l'immeuble de la rue Institutskaya a cessé d'être un immeuble ordinaire. L'affaire a été résolue en quelques heures, pas des jours ou des semaines, mais des heures. Cette affaire n'a nécessité ni longue recherche, ni travail opérationnel complexe. L'enquête n'a rien eu à construire, tout était littéralement en surface. Ils n'ont même pas essayé de cacher l'arme. L'objet tranchant est resté dans l'appartement, l'escalier n'a pas été totalement nettoyé, les vêtements n'ont pas été jetés, et ils ne se sont pas enfuis. Ils sont restés sur place, dans l'appartement même où tout s'était passé, attendant tranquillement le matin, comme si les conséquences ne les inquiétaient absolument pas. Les experts ont saisi les indices et interrogé les résidents. Les 2 ont été interpellés. Selon Oura.ru, les suspects ont été identifiés seulement quelques heures après la découverte. Les enquêteurs ont commencé les interrogatoires et tous 2, lui et elle, ont avoué ce qu'ils avaient fait. Comment se sont-ils comportés lors de l'arrestation? Calme, résistant ou non, aucune source disponible ne le précise. Le mobile de la fille a déjà été évoqué, mais une question restait en suspens pour tout le monde. Lui. Pourquoi? Un garçon de 16 ans d'une autre école et d'une autre famille a participé à cela. Olga n'était pas sa mère, il ne vivait pas avec elle ne contrôlait pas sa vie, il n'avait aucun conflit avec elle, en tout cas rien qui puisse expliquer sa participation. Lors de l'interrogatoire, il a répondu. Le garçon a déclaré avoir fait cela par amour pour son amie. Il savait ce qu'elle voulait, il a attendu la soirée et a accepté. Pas parce qu'il détestait Olga, pas parce qu'il y avait été contraint ou victime de chantage, mais parce qu'il voulait soutenir sa petite amie, faire ce qu'elle lui demandait. Dans le langage de l'enquête, animosité personnelle et préméditation. Dans le langage d'un adolescent de 16 ans, l'amour. 2 façons de décrire la même chose et entre elles, un gouffre. Tous 2 ont témoigné, tous 2 ont décrit les circonstances. Il n'est fait mention ni de crise de larmes, ni de refus de témoigner, ni de tentative de rejeter la faute l'un sur l'autre. Le mobile, le plan, l'exécution, les aveux, tout était là. Formellement, l'affaire semblait close dès les premières heures, mais plus les détails apparaissaient, moins on comprenait. Il est venu aider son ami. Jusque-là, on pouvait s'en tenir à une version commode, le garçon plus âgé, plus agressif, venant d'un établissement spécialisé. Le profil classique qui détourne du droit chemin une élève de 4e sans histoire. Elle serait l'influencée, lui, le moteur. Ce schéma est familier et rassurant. C'est ainsi que la majorité a perçu l'histoire au début. L'enquête a établi le contraire. Selon les données, l'initiatrice, c'était elle. Elle a choisi le jour, elle l'a laissé entrer et elle a déterminé précisément ce qui devait arriver. Il a accepté. Le psychiatre Vassili Chourov, commentant l'affaire pour News.ru, l'a formulé directement. Elle s'était arrangée pour qu'il joue le rôle de l'exécuteur. L'une a conçu, planifié et organisé. Le second a accepté et est venu accomplir ce qui avait été convenu. Ici, tout le tableau s'inverse. Le garçon agressif de l'école spécialisée, capable de se bagarrer pour rien, s'est avéré être l'exécutant. Il est venu quand on l'a appelé, il a fait ce qu'on lui a demandé, tandis que celle que tout le monde croyait invisible était celle qui avait tout construit. À 14 ans, sans signes apparents, sans aucun signal qu'un professeur, un voisin ou les services sociaux auraient pu remarquer à temps. Dans son commentaire, Chourov a donné une évaluation que personne n'avait osé exprimer. Quote 8, la folie serait plus simple. L'addiction serait plus compréhensible. Un emportement émotionnel serait au moins explicable. Chacun de ces mots donnerait un point d'appui, une explication à laquelle se raccrocher. Mais ici, aucun de ces mots quote 9. Chourov a vu un schéma classique, planifié, coordonné, mené à son terme, avec répartition des rôles, phase de dissimulation et une absence totale de panique après coup. Le terme « quote 10 » a été prononcé pour la première fois dans cette affaire. Pas un diagnostic, mais une hypothèse de psychiatre. Quelque chose qui se formait bien avant le 1er décembre. Les résultats des expertises n'avaient pas été rendus publics à ce moment-là.
Le 4 décembre, le tribunal a envoyé le garçon de 16 ans en centre de détention. Le 5, elle a été arrêtée. Tous deux sont sous les verrous, accusés de crimes graves en groupe. Il n'a été question ni d'assignation à résidence, ni de mesures de clémence. Le 6 décembre, Alexander Bastrikin a personnellement demandé un rapport sur cette affaire. Dès lors, l'affaire a cessé d'être régionale pour passer sous contrôle fédéral. La psychologue Maria Miasnikova a répondu aux questions qui restaient en suspens. On lui a demandé directement « Un adolescent peut-il faire cela à cause des devoirs et des tâches ménagères ?» La réponse a été sans équivoque. Un adolescent à la psyché saine, ayant grandi dans un environnement sécurisant? Non, il ne le peut pas. Des conflits existeront, de l'agressivité peut survenir, mais cela ne mène pas à ce qui s'est passé rue Institutskaya, même avec la plus forte poussée hormonale ou les restrictions les plus sévères. Miasnikova ne posait pas de diagnostic, elle traçait une limite. Il y a une limite à ce que peut engendrer une protestation adolescente normale. Ce qui s'est passé dans cet appartement se situe bien au-delà de cette limite. Cela suggère l'une des deux choses suivantes. Soit l'environnement de la jeune fille n'était pas aussi sûr qu'il en avait l'air, soit le problème ne venait pas de l'environnement, mais d'elle-même, de quelque chose qui se formait à l'intérieur sans jamais apparaître en surface, quelque chose que le professeur ne voit pas en classe et que le camarade ne remarque pas à la récréation. Les deux options sont effrayantes, mais la seconde l'est davantage. Si c'est l'environnement, on peut le changer. Si c'est la personne, c'est beaucoup plus difficile. Sur sa page de réseau social, on voyait la vie ordinaire d'un conte d'adolescente, mais avec des détails qui n'avaient pas été mentionnés. Elle pratiquait le karaté dans un club de combat. Elle ne faisait pas qu'y aller, elle participait à des compétitions. Elle savait frapper et où, une compétence que la plupart de ses camarades n'ont pas. Elle savait agir en groupe. Mais le plus important sur sa page n'était ni le karaté, ni l'organisation patriotique. C'était son statut, de la gratitude envers son père. Pas envers sa mère qui l'avait élevé, pas envers son beau-père qui subvenait aux besoins de la famille, mais envers son père biologique, celui qui n'était pas là et ne pouvait pas l'être. Elle l'avait choisi, lui, l'absent avec un diagnostic, idéalisant une personne qu'elle ne connaissait pas vraiment, rejetant probablement celle qui était là chaque jour. La mère qui protégeait mais contrôlait aussi. Une personne vivante, réelle et imparfaite contre une image mentale construite à sa guise. Arts martiaux, discipline militaire, gratitude envers un père absent et silence total sur la mère présente. Tout cela figurait sur une page ouverte et personne n'a assemblé les pièces du puzzle. Pris séparément, chaque élément semble normal. Un adolescent fait du sport, s'engage, regrette son père. Normal, normal et normal. Ce n'est quote 13 que lorsqu'on met tout cela côte à côte. Olga, la boulangerie, la pension, Roustam, le fils, l'appartement au 4e étage. Le 1er décembre, tout cela a pris fin. Un sous-sol dans sa propre maison. Elle a planifié, elle a appelé, elle a participé. Il est venu, il a accepté et a appelé cela de code 14. Le mobile invoqué lors de l'interrogatoire, la sévérité, contrôle, interdiction. Cela sonne comme une réponse, mais c'est un écran de fumée. Deux adolescents, apparemment sans substance ni folie évidente, ont construit un plan, trouvé un exécuteur, attendu la soirée, mené l'acte à son terme, puis mis de la musique. Le psychiatre a dit « calcul », peut-être un trouble antisocial. La psychologue a dit « une psyché saine n'engendre pas cela ». Le père biologique, probablement en établissement psychiatrique à vie, le karaté, savoir frapper, la discipline, les absences scolaires, peut-être les premières fissures que personne n'a lues. Le garçon, pas un choix au hasard, mais quelqu'un de malléable. Le professeur a vu les absences, mais ne s'est pas alarmé. Les voisins ont vu une famille tranquille et n'ont pas réfléchi. Les services sociaux n'ont reçu aucun signal, personne n'en a envoyé. Détention, expertise, contrôle fédéral, un appartement vide, rue Institutskaya, un sous-sol verrouillé. Nous cherchons un code 15 et voulons une réponse qui remette tout en place. Une mère stricte, un mauvais garçon, un lourd héritage. Mais parfois, il n'y a pas de telle réponse. Il n'y a que ce qui est arrivé, et une mère retrouvée au sous-sol de leur maison commune. Chers spectateurs, si vous remarquez chez vos enfants la moindre étrangeté ou agressivité, surtout à l'adolescence, n'hésitez pas à demander de l'aide.
Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et à bientôt.